L'heure est grave les amis, mon PEA s'effondre totalement, on avait commencé l'année à plus 5 ou 6%, on était bien, on était serein, et là patatras, ma performance 2025, moins 17%, comment c'est possible? Aujourd'hui je vous montre ce qui se passe sur les différents ETF que j'ai achetés, avec un ETF qui est quasiment à moins 2000 euros et deux ETF qui se battent en duel autour de moins 20%. Bon, on va voir mon état d'esprit, c'est quoi de passer de plus, j'avais 3500 de plus-value au top je crois, et pour descendre à moins 5000 euros de plus-value, donc tout ça en un mois, en plus le jour de mon anniversaire, on a tapé le point le plus bas, donc on va voir mon état d'esprit et surtout comment je vais ajuster ma méthode d'investissement pour la suite, parce que bon, vous vous doutez que là, c'est plus trop possible de continuer comme ça. Donc, posez un petit like pour le soutien émotionnel. Et on est parti. Commençons par le plus dur, commençons par ma plus grosse perte sèche. Elle s'élève à 1780 euros et donc cette perte est principalement due aux réformes de Trump, notamment au niveau de sa politique douanière, parce qu'en fait, sa politique douanière, elle fait que il y a une grosse incertitude. Est-ce que les États-Unis vont totalement arrêter de faire du commerce international? Et aussi, est-ce que les États-Unis vont pouvoir continuer au rythme auquel ils étaient habitués à tourner, avec en fait autant de politiques douanières qui vont faire que le business ira forcément moins bien. Et en plus de ces incertitudes sur la politique douanière de Trump, il y a aussi en fait des gros problèmes au sein de la tech américaine, qui est particulièrement représentée dans le Nasdaq, notamment au niveau de Google, qui a perdu plus de 10% depuis le début de l'année, parce qu'ils vont être obligés de scinder la boîte. Ils sont actuellement, ils ont un monopole, ils ont Android, ils ont Google. En fait, vous ne pouvez pas sortir de l'écosystème Google, donc c'est jugé comme un monopole. Ils vont devoir vendre en fait une partie de leur business, ils vont être obligés de le faire. Après ça, on a Apple qui a du mal à innover, qui a présenté des chiffres pas incroyables, donc qui a pris aussi moins 10% depuis le début de l'année. Ensuite, on a eu Nvidia qui a pris moins 15%, notamment à cause de DeepSeek, un modèle chinois qui remet totalement en cause en fait le business model de Nvidia, parce que DeepSeek, il a été entraîné sans les dernières cartes graphiques, sans les dernières prouesses technologiques de Nvidia. Ça voudrait dire que globalement, Nvidia, si vous voulez, c'est comme la ruée vers l'or. Nvidia vous vend des pelles pour entraîner vos algorithmes d'IA, mais en fait, les pelles ne servent à rien. Là, on a prouvé qu'on peut avoir des pelles beaucoup moins chères et qui marchent tout aussi bien, donc le business model de Nvidia est remis en cause et on peut même se demander s'il n'y a pas une bulle IA. Et enfin, on a Tesla qui a fait moins 35% depuis le début de l'année. Tesla est connue pour être une boîte surévaluée, notamment si vous la comparez aux autres géants de l'automobile, mais vu que voilà, Tesla c'est une boîte de tech qui fait des voitures, donc c'est valorisé comme une boîte de tech, c'est très très bien valorisé. De l'autre côté, Tesla fait des véhicules électriques, mais l'électrique, ça perd tout son sens quand ton président veut globalement arrêter la transition écologique. Donc voilà mon analyse pour le Nasdaq. Passons maintenant à ma plus grosse ligne, celle qui a notamment été impactée à cause du retrait des États-Unis dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Parce que s'il y a un truc que les marchés détestent, c'est l'incertitude, et surtout quand ces incertitudes sont provoquées par des tensions de guerre. Et cette ligne qui a pris cher, au début j'étais assez étonné, je me suis dit mais non, mais c'est pas possible, c'est censé être diversifié, c'est censé être sûr. Bah non, parce qu'en fait cette ligne, c'est le MSCI World, et le MSCI World est composé déjà à 80% de boîtes américaines. Donc si vous avez les États-Unis qui ne vont pas bien, le MSCI World n'ira pas bien. Et en plus, est-ce que c'est vraiment un MSCI World? Non, c'est plus un MSCI Occident, si vous voulez. On va voir les États-Unis, on va voir l'Europe, on va voir le Japon, on va voir le Canada, mais on n'a pas de pays africains, on n'a pas l'Inde, on n'a pas la Chine, on n'a rien dans le monde oriental. C'est vraiment un MSCI Occident, et en fait, en Occident, ça va pas très fort. Donc déjà, les États-Unis, avec Trump, ça secoue beaucoup. Nous, en Europe, on a les tensions de guerre, et puis on va voir le Japon, qui notamment a une dette qui explose, en fait, a un taux de natalité très faible. Le Japon est globalement en train de s'enfoncer parce que la population est vieillissante, ils sont en récession depuis plusieurs années. Et on va voir aussi le Canada qui est en guerre plus ou moins commerciale avec les États-Unis parce qu'il y a des taxes douanières qui sont apparues au début du mois. Donc bref, ce MSCI World, il est tiré vers le bas de tous les côtés. Passons maintenant aux deux lignes qui ont les plus grosses pertes en proportion. Donc c'est mes petits péchés mignons, ils se battent tous les deux autour de moins 20%. C'est les ETF leviers. Pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne un ETF levier, prenons par exemple le Nasdaq et appliquons-lui un levier x2. En fait, tous les jours, on va prendre la variation du Nasdaq. Par exemple, si le Nasdaq a fait plus 3%, le levier va faire plus 6%. Si le Nasdaq a fait moins 3, le levier va faire 2 fois moins 3, moins 6%. Et ici, c'est pas un levier comme on pourrait voir en crypto. Par exemple, si je prends un levier 5 en crypto et que la position de base perd 20%, 20 fois 5, du coup, je suis à 100%. Donc, en fait, j'ai tout perdu, ma position est liquidée. Ici, on peut pas, tout simplement parce que l'indice est répliqué. En fait, la variation est appliquée quotidiennement. Et aussi, on va avoir l'aspect que si la bourse descend de moins 20% en une journée, en fait, la bourse se ferme. Donc, le plus gros qu'on pourrait avoir en une journée, ça serait moins 40%. Donc, on ne pourra jamais descendre à zéro. Ma première position levier, ça va être le Nasdaq. Donc, le Nasdaq, pourquoi j'ai voulu doubler la mise finalement? C'est parce que je crois énormément dans la tech. Je ne vois pas comment la tech pourrait disparaître du jour au lendemain. Voilà, vous regardez cette vidéo via YouTube, vous répondez à votre boss via ChatGPT. La tech, on ne peut plus faire ça, on peut pas vivre sans nos écrans. Donc pour moi, la tech, ça reste une valeur sûre. C'est pas un conseil en investissement, mais ça reste moi ma croyance personnelle. Et surtout, moi je travaille dans la tech, donc je suis encore plus incentive à la tech. Et mon deuxième ETF levier, ça va être un levier x2 sur le MSCI USA. Donc le MSCI USA, c'est un équivalent du S&P 500. Et pourquoi encore les US? Vous allez me dire, c'est
Oui, exactement. Moi, je crois énormément aux US. En fait, si les US se crachent, pour moi, on va tomber avec. Donc, c'est pour ça que je parie sur eux. Et puis, j'espère que en fait, la nouvelle politique de Trump va être vraiment plus orientée sur la croissance économique, sur le business. Donc, j'espère que l'économie américaine sera florissante parce que, honnêtement, si l'économie américaine est florissante, notre économie se portera bien, selon moi. Maintenant que vous savez les ETF sur lesquels j'ai investi, on va passer à comment j'ai réagi à ce crash et surtout comment j'ai ajusté ma méthode d'investissement. Donc avant ça, pensez à mettre un petit like. C'est pas tout le monde qui partage ses gains et ses pertes sur sa chaîne YouTube. Et surtout, moi, ça mettra un peu de baume au cœur et ça aide à faire grossir la chaîne. Donc on passe à la suite. Donc ma réaction avec cette chute, c'est la panique. Est-ce que je cède à cette panique justement ou je m'accroche? Pour moi, ma mentalité, elle est simple. Actuellement, j'ai dépensé 23 000 euros pour les investir sur un ETF Nasdaq 100. Si l'ETF Nasdaq 100 aujourd'hui est à 21 000 euros, je le vends, je perds 2 000 euros. C'est aussi simple que ça. C'est irrécupérable. Là, c'est une perte sèche. Et si j'attends, rien ne garantit un rebond rapide. Mais ce qui est sûr, c'est qu'historiquement, les marchés financiers finissent toujours par remonter. Là, on investit sur des entreprises qui créent des choses. On n'investit pas sur une crypto pump and dump, comme par exemple le Trump Coin. Et aussi, regardez un peu long terme. Là, on est dans le rouge depuis un mois. Si on regarde des crises comme la crise des subprimes en 2008, on a eu la bourse qui a été à moins 50% et on était dans le rouge pendant 4 ans. Pendant le Covid, on a été à moins 30% et on a eu un rebond au bout de 6 mois. Donc en fait, si on regarde un peu long terme, on se rend compte que si on vend maintenant, c'est sûr qu'on n'aura jamais le rebond. Par contre, on risque en plus de vendre au pire moment. On risque de vendre dans le creux quand le prix est au plus bas. Et si on regarde la courbe du Nasdaq sur 3 mois, on voit bien que ça a bien descendu, c'est très accidenté. Mais en fait, il faut regarder plus long terme. Voilà, si on regarde sur un an, on est plus haut qu'il y a un an. Et si on regarde sur 5 ans, on est beaucoup plus haut qu'il y a 5 ans, etc., etc. On peut dézoomer à l'infini et se rendre compte que, oui, en fait, il y a eu des crises, mais si on regarde sur 10 ans, en fait, la crise du Covid est là. Regardez, c'est un petit trou, enfin, c'est un accident. Mais dans la courbe générale, c'est pas ça qui va faire changer la direction ascendante. Donc je sais pas vous, mais moi je trouve ça un peu fou de voir les gens littéralement paniquer et commencer à se dire ah il faut que je vende tout, alors qu'il y a quelques mois Ah oui, moi j'investis sur S&P 500, ça prend 20% par an, je suis le boss. bah non, mais en fait, si tu as un 20% par an de rendement, c'est qu'il y a sûrement un haut risque. En fait, tu peux pas avoir un haut rendement sans aucun risque. Ça serait beaucoup trop beau, ça serait sûrement un scam d'ailleurs. Et de l'autre côté, on investit sur un PEA. Le PEA, la base, c'est ne pas retirer avant 5 ans pour profiter des avantages fiscaux. Donc, on investit pour le long terme. On investit, pourquoi pas s'acheter une maison dans 10 ans, ou pourquoi pas pour notre retraite. Mais on n'investit pas pour se payer un resto dans 3 mois. Non, il faut regarder beaucoup plus long terme que ça. Il faut pas paniquer. Il faut rester focus sur son plan. Et mon plan d'action, c'est ça. Pas de vente impulsive. C'est pas parce que c'est rouge et qu'il y a un bouton vendre qu'il faut cliquer dessus. Parce que c'est sous des émotions négatives comme ça, on fait en fait les plus grosses bêtises pour pas dire d'autres mots. Il faut rester sur l'horizon long terme. 10, 15 ans, c'est ce qu'on s'est dit au début. Restons focus sur ce qu'on s'est dit au début. Là, ça se trouve, dans un mois, en fait, on n'en parlera même plus de ce crash. Une autre chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que mon PEA, il est descendu à moins 5 000 euros le 11 mars. Pas de bol en plus, c'est le jour de mon anniversaire. Mais en fait, il faut relativiser. Ces 5 000 euros, en fait, j'en ai pas besoin aujourd'hui. C'est pas moins 5 000 euros sur mon compte courant. C'est juste une étape dans mon chemin d'investisseur, si je peux dire. C'est pas la finalité. Je vais pas avoir 5 000 euros de dette à rembourser à la fin sur mon PEA. Justement, c'est de l'argent que j'ai investi sur un PEA parce que j'en avais pas besoin ailleurs. Donc pour moi, il faut vraiment relativiser. Avoir moins 5 000 euros sur un compte en investissement, c'est pas comme avoir moins 5 000 euros sur son compte courant, hein. Et concernant mon plan d'investissement, en fait, il va changer en rien, hein. J'effectue un DCA justement pour investir tous les mois de manière régulière sans me prendre la tête. Et le but même du DCA, c'est qu'en investissement, tous les mois, vous allez investir quand c'est haut, quand c'est bas. En fait, vous allez gommer la volatilité. C'est le seul intérêt du DCA. Sinon, il faut tout mettre au même moment et il faut croiser les doigts. Donc, si vous faites un DCA, tout ce que je peux vous dire, c'est rester fidèle à votre stratégie. C'est juste une prise de tête de se dire, OK, j'arrête mon DCA maintenant parce que ça descend, mais du coup, je vais attendre le moment où ça revient. Imaginez que là, la Russie et les États-Unis trouvent un accord, ils arrêtent la guerre et par contre, ils mettent en place des voies de commerce de fou pour en fait relancer l'économie. Vous allez avoir la bourse qui va faire plus 8 ou plus 10% en une journée. Vous aurez loupé ce meilleur jour en bourse et du coup, voilà, vous avez encore été trop tard, donc vous allez acheter trop haut alors que vous avez vendu en panique quand c'était trop bas. Donc vous allez vraiment avoir une perte en plus-value potentielle juste parce que vous avez voulu être plus malin que tout le monde. En résumé, si vous achetez que quand le cours est en train de monter, bon, vous allez être plus tranquille mentalement peut-être à l'instant T, mais mathématiquement, vous allez avoir un prix de revient unitaire, un PRU supérieur à quelqu'un qui investit tout le temps. Et aussi, en fait, quand il y aura les prochaines chutes, vous allez avoir le même problème et vous allez les sentir encore
plus se passer parce que vu que votre prix d'achat moyen est plus haut, du coup, ça va faire encore plus mal. En tout cas, dites-moi si vous avez changé votre méthode d'investissement, ça m'intéresse parce que j'avais quelqu'un qui m'a dit quelque chose d'assez intéressant. En fait, il investit de manière opposée à la tendance du marché. C'est-à-dire que quand le marché est haussier, justement, il ralentit ses investissements parce qu'il se prépare à une potentielle baisse. Et c'est quand ça baisse qu'il redouble ses investissements parce qu'en fait, il achète au plus bas. Ça paraît assez contre-intuitif, mais finalement, c'est un moyen comme un autre d'avoir en fait un prix de revient inférieur. Mais à la fin, quelle que soit votre méthode d'investissement, pour moi, pour investir en bourse, il faut pouvoir accepter la volatilité, hein. Il n'y a pas de marché boursier qui est linéaire. Non, non, c'est toujours accidenté. Il y a des hauts, il y a des bas. On peut toujours se dire, ah ouais, ça va monter à la fin parce que ça a toujours monté. Oui, mais en soi, les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Faut pas oublier ça. Et ce marché boursier, de toute façon, on peut pas le contrôler. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est son DCA pour essayer de limiter la volatilité. Mais c'est pas parce que je fais du DCA depuis le début que je suis pas passé de plus 3 000 € à moins 5 000 € en un mois. C'est la vie, c'est comme ça, c'est une étape dans mon chemin d'investisseur. En tout cas, si vous voulez suivre la suite de mes aventures et la suite des aventures de Rémi, abonnez-vous pour avoir en fait tous les updates et voir surtout si je me suis pas planté et si le marché finit par remonter. Allez, ciao!